Dans ma profession, il y a une règle simple que j'ai apprise bien avant d'avoir à l'appliquer à ma vie personnelle. Avant de dire un seul mot sur la valeur de quoi que ce soit, une maison, une voiture, une promesse, vous devez d'abord voir les documents écrits, et ce n'est qu'ensuite que vous écoutez la voix qui décrit ce que ces documents signifient. La voix est presque toujours plus séduisante que le papier, mais le papier est presque toujours plus honnête que la voix. Ainsi, lorsque l'homme que je comptais appeler mon mari s'est assis un soir et m'a parlé pour la première fois de l'avenir de notre toit commun, j'ai automatiquement, sans même m'en rendre compte, quitté mon rôle de fiancée, comme s'il ne s'agissait pas d'une conversation intime, mais d'une consultation professionnelle. J'ai commencé à construire mentalement la même liste de questions que je pose habituellement aux clients d'une banque avant de valider un rapport d'expertise immobilière. C'est ce détail invisible. Cette déformation professionnelle consistant à regarder les mots à travers le prisme des documents juridiques qui a finalement décidé de l'issue de l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un mariage qui devait être le début de ma nouvelle vie, mais qui est devenu à la place le test de résistance ultime, le plus difficile que j'ai jamais eu à passer. Je m'appelle Solène, et depuis de nombreuses années, je travaille comme experte indépendante en évaluation immobilière résidentielle. Je suis la personne que la banque envoie pour examiner un appartement ou une maison avant d'accorder un prêt immobilier. Je suis celle qui peut déterminer en une seule visite ce que valent réellement ces murs pour lesquels les gens sont prêts à payer le reste de leur vie. Aide, par la même occasion, ce que valent les personnes qui me montrent ces murs. Car un appartement, en fin de compte, en dit bien plus sur ses propriétaires qu'ils ne vous en diraient eux-mêmes autour d'une table à dîner. Cet instinct professionnel ne s'est jamais éteint en moi, ni à la maison, ni dans mes relations, pas même lorsque je voulais désespérément le désactiver pour être simplement une femme heureuse, se préparant à marcher jusqu'à l'hôtel. Si vous vous installez pour écouter cette histoire, mettez-vous à l'aise, car ce qui suit ne sera pas facile. Ce sera frustrant, parfois vraiment douloureux. Mais je vous promets que la conclusion en vaudra la peine jusqu'à la toute fin. Revenons là où tout a commencé. L'appartement que je me suis acheté sans l'aide de personne, sans fonds de placement, sans héritage, ni coup de chance aveugle. Je l'ai acheté exclusivement grâce à des années de travail acharné, en sautant des vacances, en accumulant les missions secondaires et en sachant compter chaque centime d'euro là où d'autres préféraient simplement rêver. Je n'ai pas obtenu cet endroit par une donation-partage d'un proche ou par une ordonnance du tribunal des successions. Je l'ai obtenu par le compromis de vente le plus standard et le plus honnête qui soit, où le seul garant de ma future tranquillité d'esprit était moi-même dans le passé. Pendant des années, j'ai méthodiquement mis de côté un pourcentage de chaque honoraire d'expertise que je gagnais. Si méthodiquement que mes collègues du cabinet me traitaient de radine dans mon dos, je me contentais de sourire en réponse, sachant que dans quelques années, ma frugalité se transformerait en mes propres mètres carrés dans un quartier calme du 15e arrondissement de Paris, là où le bruit du métro aérien ne parvenait pas. Le soir, mon salon est inondé d'une douce lumière dorée, une caractéristique qui, dans le jargon professionnel des agents immobiliers, commande une prime silencieuse et non officielle sur n'importe quelle annonce. Après tout, une belle vue compte plus pour certains acheteurs que la surface de la cuisine. Mon parcours vers la propriété a été long et pas du tout héroïque. Il a plutôt été têtu et systématique. C'est le genre de chemin emprunté par quelqu'un qui a décidé très tôt de ne jamais dépendre des bonnes ou mauvaises grâces d'un propriétaire. Cette décision ne venait pas de nulle part. Elle est née de souvenirs d'enfance, où ma famille passait d'une location à l'autre, année après année. Les propriétaires augmentaient le loyer au hasard, décidaient de vendre le bien ou changeaient simplement d'avis sur le bail. Chaque déménagement signifiait une nouvelle école, de nouveaux camarades de classe, et ce même sentiment de vide au creux de l'estomac, réalisant que notre famille n'avait tout simplement aucun sol solide sous ses pieds. En grandissant, je me suis fixé un objectif qui semblait trop pragmatique pour une jeune femme. Aucune dépense de luxe, tant que je n'aurai pas mon propre toit au-dessus de ma tête. Cet objectif a dicté presque toutes les décisions que j'ai prises pendant des années. C'est ce qui m'a poussé à choisir une carrière dans l'immobilier, me permettant d'étudier le marché de l'intérieur,
C'est ce qui m'a amené à louer une chambre exiguë mais extrêmement bon marché chez une tante éloignée, au lieu de prendre mon propre appartement. Cela a forgé l'habitude d'épargner même les plus petites primes. Et enfin, lorsque j'ai tenu les clés de mon propre appartement, après des années d'obstination pure, le sentiment a été si puissant et personnel que je ne peux toujours pas l'expliquer pleinement à quelqu'un qui n'a pas vécu avec l'anxiété constante de sentir le plancher se dérober sous ses pieds. J'ai rencontré Vincent de la manière dont probablement la moitié des couples de n'importe quelle grande ville se rencontrent de nos jours, par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une fête d'anniversaire. Dès la première minute, il m'a semblé décontracté, spirituel et doté d'une confiance en lui appropriée. Il semblait être le genre d'homme à qui l'on n'a rien à prouver ou auprès de qui on n'a pas à se justifier constamment. Il semblait simplement comprendre. Il écoutait attentivement, plaçait ses blagues au moment parfait, et avait cette façon de vous regarder qui faisait passer le brouhaha ambiant de ce bar en rooftop du Marais à l'arrière-plan. Pour la première fois depuis longtemps, Moi, une femme habituée à passer ses journées noyée dans des chiffres arides, des valeurs vénales et des coefficients de vétusté. Je me suis permis de me laisser porter par le courant de mes sentiments, sans allumer immédiatement le compteur d'évaluation des risques internes que j'utilisais pour chaque transaction. En irrepensante. Je réalise que ce fut mon seul véritable moment de faiblesse au début de notre relation. Ce n'était pas de la naïveté au sens d'être ignorante de la vie, c'était une décision consciente, presque délibérée, de faire simplement confiance à quelqu'un sans vérifier ses antécédents, de lui faire confiance tout simplement parce que j'en avais envie. Vincent travaillait dans la vente B2B pour une entreprise qui distribuait des équipements de restauration commerciale. L'intitulé de son poste semblait impressionnant sur LinkedIn. Ses cartes de visite étaient épaisses et glacées. Et il parlait de son travail avec l'assurance légère de quelqu'un qui avait véritablement sa vie en main. Pendant les premiers mois, il dégageait l'aura d'un adulte totalement indépendant. Il prétendait vivre dans un bel appartement qu'il louait actuellement, mais disait être dans les dernières étapes d'un contrat de location-accession avec le promoteur, affirmant qu'il avait presque fini de payer le capital. Je me souviens d'avoir été sincèrement heureuse pour lui. J'étais ravie de ne pas sortir avec un adolescent vivant au crochet de ses parents, mais avec un homme adulte ayant son propre patrimoine et ses propres projets, bien que. Maintenant, en repassant ces conversations mot pour mot, je vois clairement qu'il y avait rarement des détails précis. C'était toujours des phrases vagues comme « Je signe bientôt chez le notaire »,« presque remboursé »,« juste un petit reste ». Des phrases qui semblent convaincantes jusqu'au moment exact où vous demandez à voir le décompte final. La première fois que je suis allée chez lui, cela faisait environ 2 mois que nous sortions ensemble. L'appartement m'a fait une double impression, que j'ai attribuée au désordre typique d'un célibataire plutôt qu'à quelque chose de sinistre. D'un côté, il avait des meubles convenables et de beaux appareils électroménagers. Cela ressemblait à un espace de vie moderne normal. D'un autre côté, dans la chambre d'amis, qu'il appelait son bureau, j'ai aperçu un dossier en carton beige sur la table basse. Il portait le logo d'une société financière que je n'ai pas immédiatement reconnue. Alors que Vincent entrait juste derrière moi, il a fait un geste très rapide et désinvolte, jetant sa polaire Patagonia directement sur le dossier. Il a fait en sorte que cela ressemble à un accident, comme s'il déposait simplement sa veste sur la table après être rentré du froid. Quand j'ai demandé avec désinvolture ce qu'était cette paperasse, il a eu un sourire détendu et a dit que c'était les documents du prêt automobile de sa mère. J'ai oublié de les lui rendre. C'est une saga sans fin avec son prêt auto. A-t-il gloussé? À l'époque, et cela semblait parfaitement naturel. Cela n'a soulevé aucun signal d'alarme. Beaucoup de gens ont des parents vieillissants qui ont besoin d'aide pour gérer la paperasse financière. J'ai juste hoché la tête et je l'ai oublié pendant 6 bons mois. Sans même me douter que la polaire nonchalamment jetée dissimulait en fait la première preuve matérielle de cette histoire. J'ai rencontré la mère de Vincent, Laurence. Un peu plus tard, la première impression fut globalement agréable. C'était une femme d'un certain âge avec une assurance mûre, soignée et bavarde. Elle possédait cette habitude spécifique, un peu autoritaire, d'inonder immédiatement sa future belle-fille de conseils non sollicités. Un trait commun à de nombreuses mères de fils adultes.
Elle m'a conseillé sur la meilleure façon d'utiliser une cafetière à piston pour un homme le matin. Sur l'oreiller ergonomique à mémoire de forme qui prévient les douleurs cervicales, et sur le genre de fleurs à acheter pour les anniversaires. J'ai pris tout cela avec philosophie, comme une attention maternelle un peu intrusive mais inoffensive. D'autant plus que Vincent, en nous présentant, s'était vanté fièrement de ma carrière. Laurence a immédiatement commencé à me poser des questions sur le marché immobilier parisien avec un tel intérêt que j'ai supposé qu'elle voulait juste mieux comprendre l'univers de son fils. Je ne réalisais pas qu'elle évaluait discrètement ma connaissance du marché pour un plan à long terme non avoué. Un autre personnage qui est entré dans ma vie, par l'intermédiaire de Vincent, et qui finirait par jouer un rôle bien plus crucial qu'aucun de nous n'aurait pu le deviner, était son vieux copain Thibaut. Selon Vincent, ils étaient amis depuis l'université. Thibaut semblait toujours un peu détaché lors de nos soirées en groupe, préférant siroter son ipé et observer les plaisanteries, plutôt que d'y participer activement. Lors d'une de ces soirées, à l'anniversaire d'un ami commun, dans une brasserie artisanale, Thibaut a bu quelques bières de trop. Il m'a soudainement coincé avec une conversation en total décalage avec l'ambiance de la fête, nonchalamment, presque en aparté. Il m'a demandé si je savais que Vincent avait eu par le passé un assez grave problème de jeu. Pas juste 20 € placés de temps en temps sur Winamax pour s'amuser, mais une sérieuse addiction aux paris sportifs. C'était devenu si grave il y a quelques années qu'il avait dû emprunter d'énormes sommes d'argent à des amis communs juste pour sortir du trou qu'il avait creusé. Thibaut a rapidement fait marche arrière, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit, ajoutant que c'était de l'histoire ancienne et que Vincent avait complètement abandonné les applications et les bookmakers, se reprenant enfin en main pour une relation sérieuse. Mais cette information est tombée dans mon esprit comme un poids de plomb. Elle est restée là, attendant le moment où elle s'emboîterait avec toutes les autres pièces éparses du puzzle. En rentrant chez moi en Uber cette nuit-là, je suis restée assise en silence, à faire le calcul, son regard fuyant chaque fois que nous discussions de son appartement, la polaire jetée sur le dossier portant le logo d'un prêteur, un post-it manuscrit que j'avais repéré sur son frigo une semaine plus tôt, et qui disait « Payé avant le 15 ou pénalité de défaut ». Un fragment de conversation téléphonique que j'avais surpris où il chuchotait. Je solderai le compte après le mariage. Le commentaire étrange de Laurence, au dîner sur la façon dont quelqu'un dans notre famille finit toujours par se mettre dans le pétrin financièrement. Et maintenant, cette confession d'un vieil ami de fac concernant un énorme problème de paris sportifs. En regardant les lumières floues de la ville, mes instincts professionnels ont finalement noyé mes instincts romantiques. Si un client m'avait apporté une propriété à évaluer et que le propriétaire présentait ce cocktail spécifique de signaux d'alarme circonstanciels, je n'aurais pas hésité une seconde à conseiller aux analystes de la banque de procéder à une vérification approfondie de ses antécédents avant d'approuver le moindre centime d'euro. Pourtant, quand il s'agissait de ma propre vie, j'ai continué de retarder l'audit. Je continuais à me convaincre que les relations personnelles ne devaient pas être mesurées avec les mêmes indicateurs que l'immobilier commercial, même si, chaque jour qui passait, je comprenais plus clairement que cet état d'esprit précis est le piège le plus dangereux dans lequel tombent les personnes intelligentes et pragmatiques lorsque leur propre cœur est en jeu. L'essayage de la robe de mariée, qui aurait dû être l'une des étapes les plus joyeuses du processus de planification, s'est transformé de façon inattendue en un nouveau coup de pinceau, criant sur la toile. Laurence avait insisté pour m'accompagner dans cette boutique de mariage du Triangle d'Or, affirmant vouloir partager ce moment magique. Tout en évaluant de manière critique une silhouette après l'autre, elle fit remarquer avec désinvolture qu'après le mariage, le jeune couple aurait évidemment besoin de se serrer la ceinture. Personne ne commence sa vie dans le luxe, soupira-t-elle en balayant l'air de la main. Honnêtement, ce serait la chose la plus intelligente pour vous, de regrouper vos affaires. De ne pas gaspiller d'argent dans 2 logements, puisque tu possèdes déjà ce magnifique et spacieux appartement. Vincent pourrait simplement s'installer chez toi. Tout cet argent supplémentaire que vous économiseriez sur le loyer pourrait aller à quelque chose dont la famille a réellement besoin, même si cela était formulé comme le conseil populaire standard d'une belle-mère attentionnée. À ce moment-là, j'ai ressenti un froid glacial. Ce n'était pas une pensée spontanée prononcée à voix haute.
Cela faisait partie d'une stratégie précalculée que la mère et le fils avaient clairement déjà élaborée dans mon dos. N'attendant que le bon moment pour me la présenter, la conseillère de la boutique, qui m'aidait à enfiler une robe, et montrait à Laurence un classeur de style de voile. Debout sur le piédestal devant le miroir du sol au plafond, j'écoutais à moitié ma future belle-mère discuter avec animation des longueurs de voile les plus tendances. Pendant ce temps, je fixais mon propre reflet dans le satin blanc, ne pensant pas du tout au mariage. Je pensais à la façon dont une personne peut ressembler à une mariée absolument radieuse dans un miroir, tout en effectuant intérieurement une analyse de données hautement complexes, dont personne dans la pièce ne se doute. Cette dualité, la mariée rayonnante à l'extérieur, l'analyste hyper concentré à l'intérieur, est devenue mon état par défaut dans les semaines qui ont suivi. J'ai appris à gérer cela de la même manière que je gérais les litiges d'évaluation complexes. Diviser le problème en composantes, qui les abordait une par une, et refuser absolument de laisser les émotions s'infiltrer dans les données avant que le rapport final ne soit prêt, poussé par le besoin d'avoir une vue d'ensemble complète et refusant de me fier uniquement à des suppositions et des murmures surpris. J'ai décidé d'utiliser les outils professionnels légaux à ma disposition. Je me suis connectée au site du service de la publicité foncière et j'ai effectué une recherche publique des registres fonciers sur l'adresse de Vincent. C'est une procédure standard accessible à tout citoyen, ne nécessitant aucune habilitation particulière. Quelques jours plus tard, après avoir obtenu l'extrait de matrice cadastrale officielle, j'ai trouvé exactement ce à quoi mon subconscient se préparait déjà. Une hypothèque active sur la propriété, et le créancier hypothécaire était la même société dont le logo figurait sur le dossier sous sa polaire, et dont le nom était gribouillé sur le post-it du frigo. Mais la partie la plus accablante était la date. L'hypothèque avait été enregistrée des années, avant que Vincent et moi ne nous rencontrions. Cela prouvait que la dette n'avait pas germé à la suite d'une récente tragédie automobile impliquant sa mère. Elle était ancrée profondément dans son propre passé, exactement à l'époque de son addiction aux paris sportifs dont Thibaut avait parlé. En un instant, toute la fable sur le prêt automobile de sa mère s'est désintégrée sous mes yeux, exposant une réalité qui était bien moins noble et infiniment plus alarmante. Armée de cette connaissance, j'ai dû faire face à un choix difficile. Sans doute familier à quiconque découvre soudainement que son partenaire cache quelque chose d'énorme. J'aurais pu déclencher une confrontation immédiate, claquer l'acte de propriété imprimé sur la table, et exiger des réponses sur le champ, où je pouvais faire preuve de retenue. Je pouvais attendre qu'il me présente volontairement le grand plan que je savais déjà imminent, afin de pouvoir entendre sa version des faits. Non vernie et répétée. Sans abattre mes cartes, j'ai choisi la seconde option. Non par faiblesse et non pour retarder une dispute douloureuse, mais par un calcul professionnel froid. Mes années en tant qu'experte m'ont appris une règle d'or. La meilleure preuve de la malhonnêteté d'une personne n'est pas obtenue lorsque vous lui mettez les faits sous le nez, mais lorsque vous lui donnez la parole pour qu'elle s'exprime librement, totalement ignorante que vous détenez déjà les preuves. Au bout de 6 mois de relation, Vincent m'a demandé en mariage. Et il l'a fait magnifiquement. Un restaurant sur un toit surplombant les toits de Paris, un quatuor à cordes en direct au lieu d'une playlist Spotify, une bague qu'il s'est ensuite vantée fièrement auprès de ses amis, d'avoir mis 3 semaines et de multiples consultations avec des bijoutiers à choisir. Cette nuit-là, j'étais sincèrement heureuse. J'ai ressenti cette simple joie humaine que je me permettais rarement d'éprouver pleinement. Ayant passé toute ma vie à revérifier et à calculer chaque variable, l'espace d'un instant fugace, j'ai pensé que enfin, je pourrais ranger ma paranoïa professionnelle et être simplement une mariée plutôt que le garant de mon propre destin. Mais au fond du sous-sol de ma conscience, là où nous entassons les choses que nous ne sommes pas prêts à traiter, le souvenir du dossier caché reposait silencieusement. Attendant son heure, les préparatifs du mariage ont commencé presque immédiatement, et ici, pour la première fois de toute notre relation, j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de Vincent. Je n'osais même pas les formuler à voix haute au début, car individuellement, ils semblaient triviaux. Il est soudainement devenu beaucoup plus impatient de discuter de ce qui se passerait après la réception, plutôt que de la fête elle-même.
Il abordait doucement le sujet de nos futures conditions de logement de loin, tâtant le terrain. Il me posait des questions sur mon temps de trajet, si j'aimais mon quartier sur le long terme, ou si je me sentais parfois seule dans un si grand appartement. Honnêtement, j'ai d'abord pris ces questions pour des discussions standards de nidification prénuptiale. Aveugle à toute arrière-pensée, tout couple fiancé doit un jour déterminer où il va vivre. Laurence a également commencé à s'immiscer dans nos vies avec une fréquence croissante. Et ses visites ont commencé à prendre une saveur très spécifique. Elle se plaignait avec désinvolture de sa santé, puis passait à l'augmentation du coût des factures, pour finalement atterrir sur l'état de détérioration de sa vieille voiture, qui, selon elle, était sur le point de tomber en morceaux sur l'autoroute, sans une voiture fiable en banlieue. Aller chez mes médecins est pratiquement impossible. Soupirait-elle. Chaque plainte semblait pathétique et humaine, suscitant de ma part une véritable compassion. J'accorde une grande valeur aux personnes qui s'occupent de leurs parents vieillissants, et je n'ai jamais cru qu'il fallait balayer d'un revers de main les difficultés des personnes âgées. Cependant, lorsqu'ils étaient empilés les uns sur les autres, ces griffes commençaient à former une séquence. Un motif que moi, distraite par les acomptes du mariage et la conclusion de transactions immobilières, je n'avais pas encore entièrement reconstitué. Un détail spécifique. Cependant, c'est logé dans mon cerveau beaucoup plus profondément que les autres. Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi ce fut ce moment exact qui déclencha mon instinct professionnel de détection de vices cachés. J'étais passé chez Vincent à l'improviste un soir pour récupérer un livre que j'avais oublié. Je l'ai surpris en pleine conversation téléphonique. C'était un appel court et tendu. Je l'ai entendu s'emporter. Je vous ai déjà dit que je solderai le compte après le mariage. N'appelez plus ce numéro. Laissez-moi juste un peu plus de temps. Quand il m'a vu debout dans l'encadrement de la porte, son ton a changé instantanément. Il a raccroché à la hâte et, avec une exaspération exagérée, s'est plaint que le département de télémarketing agressif d'une banque ne le laissait pas tranquille à propos d'une offre de carte de crédit. Ces spammers sont implacables. A-t-il évacué d'un rire? Une fois de plus, je n'ai pas insisté pour avoir des détails. Je l'ai laissé mettre cela sur le compte de l'agacement quotidien face au service client, mais la panique absolue dans sa voix lorsqu'il a dit « solder le compte » a résonné en moi avec une résonance aiguë et piquante. C'était exactement la même fréquence vocale que j'entendais chez les clients qui tentaient désespérément de cacher des dommages structurels à l'inspecteur de la banque avant une évaluation de garantie. Ma meilleure amie, et probablement la seule personne à qui je m'autorisais à vocaliser mes doutes, était Gabrielle. Nous avions travaillé ensemble, et elle était maintenant copropriétaire d'une agence immobilière haut de gamme. Gabrielle est aussi impitoyablement pragmatique avec la vie des autres qu'elle est parfois insouciante avec la sienne. Elle a été la première personne à qui j'ai parlé de l'incident de la veste sur le dossier et de l'appel téléphonique solder le compte après le mariage. J'en ai parlé avec désinvolture autour de café au lait d'avoine entre 2 visites de propriété, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose comme « Laisse tomber. Tous les mecs ont leur petite bizarrerie. » Au lieu de cela, Gabrielle a posé sa tasse de café, m'a regardé droit dans les yeux et, sans la moindre trace d'ironie, a déclaré que dans son métier, des détails comme ceux-là ne sont presque jamais fortuits. Un homme dont l'argent et la paperasse sont réellement en ordre ne jette pas de vêtements d'extérieur en panique sur des documents lorsque sa fiancée entre dans la pièce, et il n'utilise pas ce ton de voix étouffé bien spécifique au téléphone. Le ton que les gens réservent exclusivement aux personnes à qui ils doivent de l'argent. J'ai essayé d'en rire, mettant sa réaction sur le compte de la déformation professionnelle, puisqu'elle traitait avec des acheteurs et des vendeurs louches tous les jours. Mais notre brève discussion s'est enfouie en moi plus profondément que je ne voulais l'admettre. Pour la première fois, j'ai eu la réalisation écœurante que j'analysais ma propre relation avec exactement le même détachement froid et méthodique que j'utilisais pour une transaction immobilière commerciale à haut risque. Le travail, pendant ce temps, ne me laissait pas beaucoup de temps libre pour me torturer l'esprit. Ironiquement, c'est au cours de ces semaines qu'un dossier est arrivé sur mon bureau qui a joué un rôle étrange, presque prophétique. Dans la façon dont je percevais ma vie domestique, la banque m'avait chargé d'évaluer une propriété
pour un client cherchant à contracter un énorme crédit hypothécaire. Au cours de mes vérifications, j'ai découvert que ce client avait déjà hypothéqué la même propriété auprès d'une société de crédit à la consommation à taux usuraires. Dissimulant complètement ce fait à la banque principale, les liquidités qu'il avait retirées n'avaient pas été dépensées pour des rénovations domiciliaires, comme il l'avait assuré à sa famille et à ses voisins, mais pour rembourser des dettes massives de cartes de crédit alimentées par une addiction aux jeux longue de plusieurs années. Sa propre femme ne l'a découvert que lorsque des agents de recouvrement agressifs se sont physiquement présentés à leur porte. Alors que je tapais le rapport de rejet officiel pour ce dossier, j'ai été frappée par une vague nauseuse de déjà-vu. J'avais l'impression de ne pas lire le dossier d'un étranger. Mais une première ébauche de mon propre avenir, non écrit, les parallèles entre ce dossier et les phrases fragmentées que j'entendais de mon propre fiancé étaient stupéfiants. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, j'ai déterré mon agenda professionnel. Sous couvert de simplement organiser mes pensées, j'ai consacré une nouvelle page à la liste de chaque anomalie que j'avais observée au cours des derniers mois. La veste sur le dossier, l'appel téléphonique d'après le mariage, la fixation bizarre de sa mère sur sa voiture, ses réponses évasives et glissantes chaque fois que je lui posais directement des questions sur le capital de son appartement, notre dîner de fiançailles, organisé en cercle restreint peu après ma conversation avec Gabriel, a fourni un autre petit maillon, mais hautement éclairant. À la chaîne, Laurence, rouge après s'être généreusement versé du pinot noir, et s'est soudainement lancée dans un monologue sur la difficulté pour les gens de sa génération de survivre de nos jours. Elle s'est emportée sur le caractère prédateur du système de crédit, qui écorche les seigneurs vifs sous couvert d'assistance financière, puis, se tournant directement vers moi, elle a prononcé une phrase que j'ai d'abord prise pour une tentative maladroite de créer des liens. Je suis tellement soulagée que Vincent ait enfin trouvé une fille aussi réfléchie et éduquée financièrement. A-t-elle bredouillé joyeusement? Dans notre famille, il y a toujours quelqu'un pour s'empêtrer dans un pétrin et qui n'a aucune idée de comment s'en sortir. Vincent s'est presque brisé le cou en changeant de sujet de manière agressive. Proposant un toast à notre avenir, je me souviens d'avoir été légèrement surprise par son revirement brutal, sans encore réaliser que sa mère, accidentellement ou tout à fait délibérément, et venait de soulever le coin de la bâche qu'il essayait si désespérément de maintenir attaché. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée à nouveau dans l'appartement de Vincent. La raison était tout à fait banale. J'avais besoin de récupérer quelques documents pour finaliser nos polices d'assurance communes avant le mariage. En attendant dans le salon, pendant qu'il fouillait dans la commode de sa chambre, mes yeux ont dérivé vers le réfrigérateur, plus précisément vers un post-it maintenu par un aimant. Cela ressemblait à une liste de choses à faire. Payer le Wi-Fi. Récupérer le costume au pressing. Mising Bass. Fortement souligné. Se trouvait la phrase « Payez avant le 15 ou pénalité de défaut ». Juste à côté de cette ligne, se trouvait le nom d'une entreprise, un nom qui me semblait vaguement familier. Une seconde plus tard, ma mémoire a fourni la correspondance. C'était exactement le nom imprimé sur le dossier en carton beige qu'il avait hâtivement recouvert de sa veste 6 mois plus tôt, sans même réaliser ce que faisaient mes mains. Par la pure mémoire musculaire d'une experte qui documente chaque défaut structurel, j'ai sorti mon iPhone et pris une photo de la note. Je me disais que je voulais juste être minutieuse. Mais au fond, je savais déjà que cet élément de preuve se rapportait directement à ma propre vie, et non au portefeuille d'un client. Naturellement, dès mon retour chez moi, ce soir-là, j'ai passé 1 heure à fouiller dans un terrier de lapin sur Internet pour comprendre exactement ce que faisait cette entreprise. Ce n'était pas une banque traditionnelle. Malgré son nom aux consonances institutionnelles, Apex Crédit, il s'agissait d'un prêteur sur gage privé spécialisé dans les prêts à taux usuraires et les prêts garantis par des biens immobiliers pour les clients qui avaient été interdits bancaires par les institutions financières classiques. Une rapide analyse des forums de consommateurs comme l'UFC que Choisir a révélé une entreprise avec une réputation impitoyable, des pages de plaintes d'anciens emprunteurs concernant des taux d'intérêt cachés et exorbitants, et un harcèlement à la limite de la légalité de la part de leurs services de recouvrement interne,
En fixant l'écran de mon ordinateur portable, pour la première fois de tous ces mois, je me suis forcée à poser la question, honnête et laide. Et si la garantie qui maintenait ce prêt n'était pas la vieille berline de Laurence, mais l'appartement même de Vincent? L'appartement qu'il était soudain si impatient de louer après notre mariage pour aider financièrement sa mère, et si cette aide n'était pas un noble acte de piété filiale, mais une tentative désespérée et silencieuse d'utiliser mes ressources pour rembourser secrètement sa propre dette toxique? Je n'ai pas tiré de conclusion hâtive, et je n'ai certainement pas piqué une crise d'hystérie ni lancé un interrogatoire. Mes années dans l'industrie m'ont appris une vérité absolue. Avant d'accuser quelqu'un de fraude, vous devez compiler un dossier de faits irréfutable. Si étanche que la cible ne peut pas simplement botter en touche, en disant « Tu interprètes mal la situation ». Cependant, le simple fait que je regardais maintenant mon futur mari à travers une lentille médico-légale a définitivement modifié la fréquence de nos interactions. Extérieurement, je maintenais une sécurité opérationnelle parfaite. Je continuais à discuter des menus du traiteur, des cadeaux de la liste de mariage et des plans de table avec le même enthousiasme léger qu'auparavant. Mais de temps en temps, je lâchais des questions de clarification très spécifiques, en apparence innocentes. Sur le titre de propriété et le statut notarié de son appartement, infailliblement, il détournait l'attention avec le même scénario nébuleux. Tout va bien. Bébé, ne te prends pas ta jolie tête avec ça. On réglera la paperasse après la lune de miel. Nous avions fixé la date du mariage à l'automne. Et les préparatifs m'avaient complètement consumé. Dans le meilleur sens du terme, le choix du lieu, la robe, les dégustations des menus, la liste des invités. C'était une mosaïque de petites corvées joyeuses menant à une grande célébration. Au milieu de ce beau chaos, j'ai fait de mon mieux pour étouffer les faibles et persistantes sonnettes d'alarme qui tintaient à ma périphérie. Comme toute personne amoureuse, je voulais désespérément croire au meilleur des scénarios. Je voulais croire que l'homme que j'avais choisi était solide et que ces étranges dérobades n'étaient que le trac standard d'avant-mariage. Pendant ce temps, Vincent devenait de plus en plus agressif pour ramener nos conversations vers nos futures conditions de logement. Ce qui avait commencé par des questions douces s'est transformé en propositions concrètes. Il a commencé à lancer des ballons d'essai, suggérant qu'il serait tout simplement logique de vivre chez moi après nos vœux. Mon appartement était plus grand, plus proche du métro, plus proche du centre-ville. Le Seine, en revanche, ne devrait pas rester vide. Il devrait être exploité. On peut le louer. Et générer des revenus passifs pour le budget familial, disait-il. Si on l'écoutait d'une oreille distraite, cela semblait parfaitement rationnel. Et responsable même. En parallèle, j'ai donné à ma grande sœur Bérénice un aperçu très édulcoré et de haut niveau de mes angoisses. Sa réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Au lieu de l'habituel commentaire fraternel, « Oh, arrête de trop réfléchir. Les hommes sont juste bizarres avec la paperasse. » Son visage s'est décomposé. Elle a alors entrepris de me raconter l'histoire d'horreur d'une de nos anciennes camarades d'université qui avait accepté de laisser son nouveau mari s'installer temporairement dans sa maison prénuptiale pendant qu'il réglait des dettes commerciales. 3 ans plus tard, le mari avait réussi à mélanger subtilement leurs actifs, la piégeant pour qu'elle signe un acte qui mettait son nom sur le titre de propriété afin d'obtenir une ligne de crédit. Lorsque le mariage a implosé, la fille a passé des années dans une bataille judiciaire brutale et destructrice juste pour garder sa propre maison. Cela lui a coûté des années de sa jeunesse et a presque détruit sa santé mentale. Bérénice m'a regardée par-dessus l'îlot de ma cuisine. Mortellement sérieuse. Tu es une adulte. Solène. Et tu vas te débrouiller. Mais s'il te plaît, avant d'accepter de mélanger vos situations de logement, parle à un avocat en droit de la famille. Mets tout par écrit. Ne te fie pas au « je t'aime » quand il s'agit du patrimoine pour lequel tu as saigné. Cette conversation avec Bérénice a galvanisé ma détermination. Je n'agirai pas sous le coup de l'émotion. Je n'agirai pas à la hâte. J'aborderai cette confrontation imminente avec Vincent avec le même détachement clinique que j'apportais à une enquête pour fraude. J'avais besoin d'un maximum de faits, d'une compréhension parfaitement claire de ma finalité.
et d'un refus absolu de laisser de jolies paroles remplacer des bilans comptables froids et durs. Dans les semaines qui ont suivi, tout en maintenant la façade de la future mariée heureusement stressée, j'ai discrètement réservé une consultation avec un avocat en droit de la famille. Nous avons discuté des mécanismes de confusion des patrimoines, de la distinction légale entre les biens propres prénuptiaux et les biens communs en France, de la pertinence de la date d'achat, et des moyens blindés de protéger mon bien immobilier détenu en nom propre contre de futures réclamations. Même si techniquement, personne n'exigeait encore rien à voix haute. J'ai appris beaucoup de vérités moches mais hautement nécessaires sur le droit du divorce. Extérieurement, les préparatifs du mariage avançaient, nous avons réservé les limousines, choisi les cocktails signature, fait nos séances photos de fiançailles. Pour un observateur extérieur, nous étions la réussite ultime de la génération Y, fonçant vers un mariage parfait. Personne n'aurait pu deviner que derrière mon sourire radieux, je compilais mentalement un dossier bien plus accablant que le classeur que Vincent cachait sous sa polaire. Cette double vie, mariée joyeuse à l'extérieur, auditrice impitoyable à l'intérieur, était épuisante, car malgré les preuves qui s'accumulaient, j'éprouvais toujours de vrais sentiments chaleureux pour cet homme. Je me souvenais de nos blagues complices, de la façon dont il pouvait désamorcer instantanément mon stress après une journée brutale d'évaluation. Ce cocktail toxique d'amour et de paranoïa croissante faisait que chaque jour d'attente de la confrontation inévitable ressemblait à une torture psychologique. Laurence, quant à elle, croyait apparemment que sa grande stratégie était déjà victorieuse, car ses sous-entendus ont perdu toute prétention. Un dimanche, elle est venue prendre un café et a littéralement apporté une estimation imprimée de l'Argus pour des SUV d'occasion. Elle a posé les impressions directement sur le plan de travail de ma cuisine et a pointé avec excitation le modèle de Peugeot 3008 qu'elle lorgnait, ronronnant presque. Dès que Vincent aura réglé la situation de son appartement, nous irons directement chez le concessionnaire. En la regardant feuilleter joyeusement les photos, tous mes derniers doutes se sont évaporés. Tous les fils de cette conspiration convergeaient vers un seul point. Mon appartement, ma maison, allait être l'agneau sacrificiel utilisé pour renflouer discrètement leur désastre financier. Tout cela habilement déguisé sous l'idée de construire un avenir familial ensemble. Peu avant le jour J, j'ai retrouvé Gabriel pour un dîner tardif, brisant enfin mon silence. Je lui ai exposé l'intégralité du dossier non censuré, l'extrait de matrice cadastrale avec l'hypothèque, le prêteur usuraire, la confession sur les paris sportifs, les post-it, et Laurence étalant des brochures de voitures sur le plan de travail de ma cuisine. Le visage de Gabrielle s'est assombri à chaque phrase. Quand j'ai terminé, elle a posé sa fourchette et a dit quelque chose qui restera gravé en moi pour le reste de ma vie. Solène, je vois ce scénario exact dans mon agence tout le temps. Des femmes intelligentes, farouchement indépendantes, qui passent des années à se convaincre de ne pas faire de vagues. Elles rassemblent des preuves, puis se disent qu'elles ont besoin de plus de preuves avant de le confronter. Elles restent coincées dans ce cycle sans fin de collecte de données pendant des mois, parfois des années, saignant de l'argent, du temps, et finalement leur propre respect d'elles-mêmes. La seule façon de ne pas devenir un compte de mise en garde est de fixer une limite interne stricte. À la seconde où tu as suffisamment de faits pour être absolument sûr, tu tires à vue immédiatement. Parce qu'attendre plus longtemps n'est plus être prudente. C'est consentir volontairement à être une victime. Entendre ma meilleure amie le dire à voix haute a brisé ma paralysie. J'avais plus qu'assez de faits. Le temps de l'attente était révolu, exactement la veille du jour où Vincent a finalement décidé de présenter formellement son plan directeur. Un incident minime mais explosif s'est produit. En l'aidant à chercher un vieil avis d'imposition dans le tiroir en désordre de son bureau, j'ai découvert par hasard une enveloppe postale portant le logo d'Apex Crédit. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure formelle avant saisie immobilière. Le document déclarait dans un jargon juridique brutal qu'en raison du défaut persistant à respecter l'échéancier de remboursement, la société entamait des procédures légales pour saisir la garantie, à savoir l'appartement de Vincent, voire le document physique. Pas seulement un extrait de registre électronique, à clarifier l'ampleur absolue de la crise.
Nous ne parlions pas d'un prêt personnel, agaçant à taux élevés, qu'il pourrait rembourser petit à petit. Nous parlions de la perte catastrophique et imminente de son principal actif. C'était cette bombe à retardement. Ai-je réalisé, qui obligeait Vincent et sa mère à passer des sous-entendus subtils à l'action directe. Ils n'avaient littéralement plus de temps. 2 jours avant la conversation, un ancien collègue à moi, un analyste de risque hypothécaire dans une grande banque pour laquelle je travaillais fréquemment, m'a appelé. Après quelques banalités sur le secteur, il m'a demandé avec désinvolture si j'étais toujours fiancée à un certain Vincent. Il a mentionné que le nom de Vincent était passé sur son bureau lors d'une réunion interne d'évaluation des risques concernant un client avec un historique de crédit hautement radioactif et qu'il avait reconnu le nom sur mon Instagram. Les lois sur le secret bancaire l'empêchaient de me donner des chiffres exacts. Mais le simple fait que cet appel ait eu lieu, que mon monde professionnel entre désormais en collision avec mon désastre privé, a été le dernier clou dans le cercueil. Je n'étais pas paranoïaque. Je ne créais pas de drame à partir de l'anxiété prénuptiale. C'était un incendie financier de catégorie 5 qui avait déjà brûlé au-delà des frontières de sa famille et qui était maintenant visible par les gens de ma sphère professionnelle. Cette nuit-là, allongée éveillée à côté d'un Vincent qui ronflait, j'ai finalisé mon plan de bataille. Si mes soupçons étaient confirmés par sa propre bouche, je n'allais pas crier, pleurer ou le supplier de dire la vérité. J'allais maintenir un sang-froid absolu et terrifiant et contrer sa proposition par une offre en miroir construite sur la logique exacte qu'il essayait d'utiliser contre moi. Ce serait une proposition qui l'obligerait soit à abattre toutes ses cartes sur la table, soit à exposer à tout le monde, y compris à sa mère, le véritable prix de ses discours poétiques sur la famille et la bienveillance. En préparant ces mouvements d'échec conversationnel pour la première fois depuis des mois, je n'ai ressenti ni peur ni confusion. J'ai ressenti la concentration glaciale et ajustée d'une professionnelle s'apprêtant à démanteler une demande frauduleuse. Le matin du jour qui allait tout changer. Je suis allée travailler comme d'habitude. Je n'avais aucune idée que la soirée apporterait la conversation que j'appréhendais et anticipais depuis des semaines. J'ai inspecté 2 propriétés et rédigé un énorme rapport d'évaluation pour une maison de ville à Neuilly-sur-Seine. Toute la journée, j'ai été accompagnée par une sensation étrange, presque physique, de culmination imminente. C'était exactement comme le moment juste avant d'appuyer sur calculer sur un modèle de valorisation massif et complexe. Toutes les variables sont saisies, les comparables sont vérifiés, et tout ce qui reste est de voir le chiffre final et indéniable. En rentrant chez moi en Uber ce soir-là, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter chez un caviste. J'ai acheté une bouteille du cabernet onéreux que nous gardions habituellement pour les grandes occasions. Mon intuition me disait que l'occasion était imminente. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le canapé avec notre vin, prétendument en train de finaliser le plan de table. Vincent a soudainement posé son téléphone face vers le bas sur la table basse. Il m'a regardé avec ce regard hautement spécifique et répété que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de livrer un monologue longuement préparé, et puis il a initié la conversation qui allait faire exploser notre avenir de façon permanente. Il a posé son téléphone avec une gravité lente, presque cérémonielle. La façon dont les gens repoussent les distractions avant une discussion importante. Avant de dire un mot, il m'a fait ce sourire désarmant de Golden Retriever, le sourire exact qui, des mois plus tôt, sur un rooftop de Paris, m'avait convaincu que ce type était quelqu'un de droit. Et puis il a prononcé les mots que j'attendais d'entendre depuis des semaines, bien que je ne me le sois jamais avoué. Bébé. Je pensais qu'après le mariage, ce serait tout simplement logique que nous regroupions nos affaires chez toi. On peut mettre mon appartement en location, et on utilisera ses revenus locatifs pour enfin rembourser le prêt automobile de ma mère qui la noie. Il a dit ça d'une manière si désinvolte, si légère, comme s'il ne dictait pas le destin financier et territorial de notre mariage entier, mais suggérait de commander un repas thaï au lieu d'une pizza. Il arborait la confiance détendue d'un homme totalement habitué à ce que les femmes de sa vie acceptent aveuglément ses décisions. Dans la seule seconde qui s'est écoulée entre la fin de sa phrase et ma réponse, un changement interne s'est produit.
C'était exactement comme le moment dans mon travail où le dernier permis municipal manquant est déposé sur mon bureau. Complétant un dossier problématique, toutes les anomalies désespérées que j'avais rassemblées depuis des mois, la veste sur le dossier, les post-it, l'hypothèque sur l'acte, l'avertissement de saisie, les aveux sur les paris sportifs, l'appel d'avertissement de l'analyste, se sont instantanément emboîtés pour former une image parfaite, logiquement indéniable, et incroyablement laide. Il n'y avait plus d'angle mort. Pas un seul détail ne pouvait être rejeté comme étant ma propre anxiété névrotique. Le moment pour lequel j'avais passé des semaines à fortifier mon poker face était enfin arrivé. Extérieurement, je suis restée parfaitement placide. Si placide. En fait, que le visage de Vincent a tressailli d'une brève confusion. Il s'attendait clairement à une réaction différente, soit une gratitude immédiate et les yeux écarquillés pour son généreux sacrifice, soit une résistance douce, facilement écrasable, qu'il pourrait balayer avec ses arguments prêts, emballé sur le fait d'aider sa pauvre mère. Au lieu de cela, j'ai pris une petite gorgée lente de mon cabernet. J'ai posé le verre sur le dessous de verre avec la même lenteur délibérée qu'il avait utilisée avec son téléphone. Et je lui ai posé une question. J'ai utilisé ma voix d'experte. Le ton plat et poli que j'utilise pour demander à un promoteur pourquoi la surface sur le plan ne correspond pas à la réalité. Le capital restant dû du prêt automobile de ta mère est-il vraiment si massif qu'il nécessite de mettre en gage un bien immobilier pour le rembourser? Ai-je demandé doucement. Ne serait-il pas plus simple que tu me montres simplement les documents initiaux du prêt et le tableau d'amortissement? Je travaille dans la finance. Vincent. Je pourrais faire les calculs et nous aider à construire une stratégie de remboursement beaucoup plus efficace. Vincent s'est figé. Dans cette hésitation microscopique, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il ne s'était pas préparé à une résistance logistique. Il était prêt pour une résistance émotionnelle, mais il était complètement désarmé face à une demande de voir les mathématiques réelles. Se remettant rapidement de son faux pas, il balaya l'air d'une geste de la main. C'est ton bazar. Honnêtement, plusieurs paiements manqués. Des taux d'intérêt fous. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec les chiffres. Bébé, le montant total est gérable. Ce qui compte en ce moment, c'est que nous soyons sur la même longueur d'onde concernant le déménagement. Nous sommes sur le point de devenir une famille. Nous devons prendre des décisions comme une famille, pas comme si nous dirigions un cabinet comptable. Cette petite pique défensive sur le cabinet comptable a confirmé qu'il n'avait aucune intention de me montrer le moindre chiffre. Il ne le pouvait pas, car les vrais chiffres feraient voler en éclats toute son opération. C'est à cet instant précis que j'ai déployé la contre-offre que j'avais élaborée en restant éveillée à 3 heures du matin. Je suis d'accord. Et je dis chaleureusement. La famille, c'est savoir être présent quand les choses deviennent difficiles. Je prends ta proposition très au sérieux. Mais je pense que nous devrions faire l'inverse. Inversons le scénario. Au lieu de s'installer chez moi et de laisser ton appartement en location, louons mon appartement. Si ton logement est en assez bon état pour exiger un loyer au prix fort, il est assez bon pour que nous y vivions temporairement. Nous prendrons les revenus locatifs de mon appartement et nous enverrons 100% de cette somme directement au créancier de ta mère. Mais évidemment, avec une condition. Je me suis légèrement penchée en avant. Avant de signer le moindre contrat de bail pour ma propriété, mon expérience dans l'immobilier m'oblige à faire des vérifications préalables standards. J'aurais besoin de voir le titre de propriété clair et net de ton appartement pour m'assurer qu'il n'y a pas d'hypothèque ou de charges actives, juste pour que nous puissions rédiger les papiers de résidence de manière légale et propre. Le visage de Vincent a subi une transformation si violente que je n'ai pas eu besoin d'un détecteur de mensonges pour valider mes conclusions. L'aisance arrogante et condescendante avec laquelle il avait initié la conversation s'est évaporée, remplacée par une panique mal masquée. Ses yeux ont dardé vers la fenêtre, et ses doigts, auparavant détendus sur son genou, ont commencé à tambouriner rapidement contre sa cuisse. Il a cherché à gagner du temps. Eh où? Eh bien. Les trucs, c'est que l'appartement est en fait toujours au nom de ma grand-mère dans une fiducie. La succession et le transfert de titres n'ont pas encore été complètement enregistrés par le cadastre. C'est un véritable cauchemar juridique.
2 mois plus tôt à peine, il s'était explicitement vanté d'avoir finalisé son rachat de location-accession directement auprès du promoteur. La collision de ses propres mensonges était assourdissante, sonnant à mes oreilles plus fort qu'une sirène. Je ne l'ai pas coincé sur la contradiction. J'ai décidé de lui donner assez de cordes pour qu'il se pende lui-même ou pour qu'il crache enfin le morceau. J'ai souri gentiment. Oh, des problèmes de succession. C'est facilement résolu. J'ai une fantastique avocate spécialisée en droit immobilier dans mes contacts. Elle peut accélérer le processus d'enregistrement en quelques jours. En attendant, nous pouvons commencer à mettre mon appartement sur le marché et tout gérer de front pour ne perdre aucun revenu locatif. Donne-moi juste une date estimée à laquelle tu pourras récupérer les documents de succession de ta grand-mère. Totalement dépouillé de sa façade confiante, Vincent a marmonné quelque chose d'incohérent sur le fait que cela dépendait des avocats, puis, tel un homme qui se noie s'agrippant à un morceau de bois flotté, il a changé de tactique de manière spectaculaire. Tentant de transformer la culpabilité en arme, je ne comprends pas pourquoi tu es si intensément bureaucratique à ce sujet. A-t-il lâché? La voix s'élevant. Nous parlons de ma mère. Une femme qui m'a élevée seule, qui s'est pratiquement tuée à la tâche en cumulant 2 emplois. Et toi, tu es assise là à agir comme une auditrice froide et calculatrice. Alors que ma famille a besoin de soutien, pas d'un interrogatoire. Ce passage d'une fausse logique commerciale à une manipulation émotionnelle agressive était un schéma comportemental que j'avais vu 100 fois chez des vendeurs frauduleux tentant de masquer de la moisissure noire derrière des discours sur la confiance d'une poignée de main. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. Mon inquiétude pour ta mère est sincère. Vincent. Et je suis prête à aider d'une manière structurellement saine et transparente, mais la transparence n'est pas de la bureaucratie. C'est la base de tout mariage sain. Si nous devons mélanger nos actifs et nos flux de trésorerie, les 2 partenaires doivent avoir un accès total au livre de compte. On ne navigue pas à vue en se basant sur les exigences unilatérales d'une seule personne. À cet instant précis, comme convoqué par un metteur en scène, le téléphone de Vincent a sonné. C'était Laurence. Visiblement soulagé d'avoir une excuse pour briser la tension, il a mis le téléphone sur haut-parleur. Cherchant clairement du renfort dans une guerre qu'il perdait rapidement, il a rapidement résumé ma contre-proposition en la déformant lourdement. Il a présenté la chose comme si je refusais catégoriquement d'aider sa famille et exigeais des audits financiers humiliants juste pour affirmer ma domination. Laurence, captant immédiatement la fréquence sur laquelle il émettait, a commencé à gémir à travers le haut-parleur de l'iPhone. Elle s'est lancée dans une tirade sur l'ingratitude moderne. Comment elle avait économisé sou par sou pour cette voiture? Comment à son époque? Une fiancée ne parlerait jamais à sa future belle-mère, avec un tel manque de respect. Honnêtement. Vincent. A-t-elle reniflé bruyamment? Je commence à me demander si elle est vraiment la femme qu'il te faut. Si elle est prête à détruire la paix de notre famille pour quelques papiers insignifiants. Je l'ai laissé dérouler son monologue jusqu'au bout, lorsqu'elle a finalement fait une pause pour reprendre son souffle. Je me suis penchée vers le téléphone et j'ai parlé d'un ton sec et imperturbable. Laurence, je suis plus qu'heureuse de m'asseoir avec vous personnellement pour discuter de votre prêt automobile. Cependant, cette discussion se basera sur des documents financiers concrets, pas sur du théâtre émotionnel. Si vous avez sincèrement besoin de mon aide, le moyen le plus rapide de l'obtenir est de m'envoyer par email un PDF de votre contrat de prêt initial et du tableau d'amortissement actuel. Avec mon expérience professionnelle, je peux facilement voir si nous pouvons le refinancer ou le restructurer à de meilleures conditions. J'attends votre email. Un silence de mort est tombé sur la ligne, un silence épais, étouffant, hautement radioactif. Quand Laurence a enfin parlé, son ton avait chuté de la fureur vertueuse à une retraite précipitée et paniquée. Je n'ai pas les papiers sous la main. Je devrais fouiller pour les trouver plus tard. Honnêtement, ma tension artérielle monte en flèche avec toutes ces disputes. J'ai besoin d'aller m'allonger. La ligne a été coupée. Ce passage instantané de la culpabilisation agressive à la fuite paniquée m'en a dit plus sur la réalité de leurs finances que n'importe quel relevé bancaire. Vincent est resté assis là en silence.
totalement déconcerté que sa tactique de manipulation en duo ait été vaporisée en 30 secondes. Réalisant que la colère ne fonctionnait pas, il a déployé sa troisième stratégie, le martyr blessé. « Je n'arrive pas à croire que tu aies si peu confiance en moi, » murmura-t-il. Regardant le sol, « J'ai l'impression d'être un suspect dans un commissariat. Je voulais juste prendre soin de ma mère. Peut être que nous devrions reporter cette discussion. Je ne peux pas te parler quand tu es aussi hostile. Si nous étions 6 mois plus tôt, l'ancienne Solène se serait précipitée pour le réconforter, s'excusant d'avoir été trop dure. La nouvelle Solène a simplement hoché la tête. Reporter, ça me convient parfaitement. Nous pourrons reprendre la conversation à la minute exacte où tu produiras les documents que j'ai demandés. Mon indifférence absolue et blindée a blessé son ego bien plus profondément que n'importe quelle séance de cris n'aurait jamais pu le faire. Les jours suivants se sont écoulés dans un silence tendu et glacial. Vincent était remarquablement effacé. Répondant aux SMS par des mots uniques, quand j'ai demandé nonchalamment s'il avait déjà trouvé les documents de succession, il a balayé la question, affirmant qu'il était débordé au travail. Je n'ai pas insisté sur la question, ni prétendu que tout était normal. J'ai plutôt utilisé le cessez-le-feu pour couler du béton sur mes périmètres défensifs. Je suis retourné voir l'avocat en droit de la famille et j'ai officiellement fait rédiger un contrat de mariage en séparation de biens en béton armé. Il clôturait explicitement et légalement mon appartement comme un bien propre et exclusif. À l'abri de toute confusion, partage du capital ou réclamation de dette conjugale. Je comptais lui remettre ce document non pas comme une déclaration de guerre, mais comme la conclusion logique et adulte de 2 professionnels gérant leurs actifs avant le mariage. Une semaine après notre désastreuse soirée vin, Vincent a relancé la conversation. Cette fois, il a joué les pacificateurs. Il a admis qu'il s'était un peu emporté, m'accusant de ne pas lui faire confiance, et a proposé un compromis. Écoute, la paperasse pour la succession de ma grand-mère va prendre des mois à être réglée. Pourquoi ne pas simplement s'installer chez toi temporairement? Disons 2 mois, maximum après le mariage. Juste le temps que les avocats règlent mon acte de propriété. Nous pouvons attendre pour louer mon appartement jusqu'à ce que le titre soit clair. J'ai immédiatement reconnu cette tactique. C'est un repli de négociation classique. La partie adverse se heurte à un mur de briques sur son objectif principal. Elle sacrifie donc volontairement un détail secondaire, louer son appartement, pour s'assurer de son objectif principal, prendre pied dans ma propriété. J'ai répondu avec le même ton téflon d'entreprise que j'avais utilisé toute la semaine. Des dispositions de vie temporaire me conviennent. Mais elles s'accompagnent d'une condition obligatoire. Nous signerons un contrat de mariage en séparation de biens juridiquement contraignants et une renonciation d'utilisation de propriété stipulant que l'appartement reste mon bien propre et exclusif indépendamment de notre cohabitation et que tu renonces à tout droit de réclamer une équité conjugale sur celui-ci. Tout comme une banque exige un accord de garantie, signé avant de débloquer des fonds plutôt que de se fier à une poignée de main. J'ai ajouté, il ne s'agit pas du fait que je ne te fais pas confiance. Vincent, c'est de l'hygiène financière de base. Étant donné ma licence et ma carrière, je suis professionnellement obligé de fonctionner ainsi. Sa réaction fut thermonucléaire. Vincent a bondi du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Pour la première fois de toute notre relation, il a haussé la voix jusqu'à hurler. « Tu ne me vois même pas comme ton partenaire. Tu es littéralement en train de préparer nos papiers de divorce avant même que nous n'ayons coupé le gâteau. C'est psychotique. Solène, les gens normaux ne font pas ça. Seul quelqu'un qui a déjà abandonné le mariage agit comme ça. » Sa voix ne ressemblait plus à celle d'un fiancé offensé. Elle sonnait comme le rugissement frénétique et désespéré d'un escroc regardant sa cible passer la porte, recourant à l'arme ultime. Accuser la victime de ne pas l'aimer assez. Je l'ai laissé s'épuiser à crier. Lorsqu'il a eu fini de halter, j'ai prononcé une réplique dont j'ai pu voir qu'elle l'a frappé comme un coup physique. Je ne prépare pas des documents pour un divorce. Vincent. Je prépare des documents pour l'honnêteté. Si tes intentions sont vraiment aussi pures que tu le prétends, signer ce bout de papier
ne change absolument rien à notre vie quotidienne. Il restera dans un tiroir pour toujours. Mais si les intentions de quelqu'un ne sont pas pures, ce document est la seule chose qui me protège de ce que je commence déjà à soupçonner. Que toute cette campagne pour t'installer chez moi n'a absolument rien à voir avec la voiture de ta mère, et tout à voir avec le fait que tu essaies d'obtenir un effet de levier sur mon bien immobilier pour te sortir d'une catastrophe. Vincent s'est figé. Le silence dans la pièce était si lourd que je pouvais entendre la trotteuse de mon horloge murale de cuisine faire tic-tac. Il n'a pas offert un seul fait pour réfuter mon accusation. Il m'a juste regardé avec des yeux creux et a marmonné. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si toxique. Il a tourné les talons, est entré dans la chambre et a fermé la porte. Il ne l'a pas claquée, mais il l'a fermée avec suffisamment de force pour communiquer sa dévastation théâtrale et profonde. Je suis restée assise seule dans le salon, fixant mon verre de vin à moitié vide. Curieusement, je n'ai ressenti aucune anxiété, aucun regret pour ce que j'avais dit. Je n'ai ressenti que le soulagement profond et en apesanteur d'une personne qui a enfin cessé de faire semblant de ne pas voir l'éléphant dans la pièce. Le lendemain matin, pendant un petit déjeuner d'un silence étouffant, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Laurence. J'ai ouvert le fil pour découvrir un énorme mur de texte clairement tapé à la hâte et dans la panique. Abandonnant son ton hautain habituel, elle s'effondrait complètement. Elle avouait qu'il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Vincent noyait dans les dettes depuis des années. Des dettes si massives qu'elle était terrifiée à l'idée d'en prononcer le chiffre à voix haute. Elle prétendait qu'elle essayait juste d'aider son fils à s'en sortir, avant que ces gens ne fassent quelque chose de bien pire que de simplement saisir son appartement. Ce SMS hystérique était l'ultime pièce du puzzle. C'était la première confirmation écrite directe que la crise était infiniment plus sombre et dangereuse qu'un simple défaut de paiement de prêt auto. L'expression ces gens confirmait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace pour ma cote de crédit, c'était une menace potentielle pour notre sécurité physique, poussant mon anxiété dans une boîte compartimentée. Je suis immédiatement passée en protocole de gestion de crise par défaut. J'ai appelé Gabriel et je lui ai demandé une énorme faveur. L'un de ses clients fortunés était un type qui dirigeait autrefois une agence de recouvrement spécialisée, le genre qui gère les dettes toxiques et irrécupérables pour des prêteurs de l'ombre. Bien que techniquement Gabriel n'aurait pas dû mélanger sa liste de clients avec mon drame personnel, la peur froide et absolue dans ma voix l'a convaincue. Elle a organisé une rencontre pour le lendemain, même dans un petit bistrot de banlieue. Le type s'est présenté sous le nom de Sylvain. Il ressemblait à un ancien joueur de rugby qui aurait troqué son maillot pour un costume sur mesure. Je lui ai fait un résumé global. Le nom Apex Crédit, le montant estimé du prêt que Vincent avait laissé entendre, et le texte frénétique de Laurence concernant ces gens. Le visage de Sylvain est devenu mortellement sérieux. Il m'a tout exposé, confirmant mes théories les plus sombres. Apex Crédit était techniquement un prêteur agréé, mais dans le milieu, ils étaient connus comme des pourvoyeurs. Lorsqu'un emprunteur faisait défaut sur un prêt massif à haut risque, Apex regroupait et vendait rapidement ce papier toxique à des recouvreurs de dettes parallèles non réglementés. Ces réparateurs se fichaient éperdument du code de la consommation. Ils opéraient en dehors du cadre légal. Recourant à une intimidation agressive, Sylvain m'a expliqué que ce passage de relais se produit généralement lorsque les pénalités et les intérêts composés dépassent la valeur réelle de la garantie immobilière. J'ai regardé Sylvain dans les yeux et je lui ai demandé : les histoires d'intimidation physique et de violence contre les membres de la famille sont-elles réellement vraies ? Ou est-ce juste une légende urbaine ? Sylvain n'a pas édulcoré les choses. Dans les cas impliquant des joueurs compulsifs chroniques fuyant d'énormes dettes à 6 chiffres ? Oui, dispeneus creves. Des vitres brisées. Des gars qui se pointent à votre bureau, qui menacent votre conjoint. Ça arrive. Mais il a ajouté, essayant de calmer ma panique, cela dépend lourdement du montant exact en euros et de la façon dont ils esquivent activement leurs appels. Vous devez obtenir le chiffre exact du solde pour évaluer votre niveau de menace réelle. N'opérez pas sur la base de l'hystérie de sa mère. Armé de ces informations terrifiantes, j'ai décidé de franchir une ligne morale que je n'aurais jamais cru franchir. J'avais besoin de la dernière pièce du puzzle avant de faire exploser toute cette affaire.
Des mois auparavant, Vincent conduisait et m'avait demandé à la hâte de me connecter à son compte Gmail sur son iPad pour afficher un code QR pour un concert, me criant son mot de passe par-dessus la radio. Je l'avais retenu. Je savais que fouiller était une violation de confiance. Mais étant donné que ma sécurité physique et financière était désormais en jeu, mon hésitation morale a duré environ 3 secondes. Attendant qu'il parte pour une soirée décompression avec ses potes d'université, une soirée à laquelle il a ostensiblement omis de m'inviter, j'ai ouvert son iPad. En moins de 2 minutes, j'ai trouvé le filon. Une chaîne d'emails d'Apex Crédit détaillant le solde exact à rembourser. Le chiffre m'a donné physiquement la nausée. C'était plus de 4 fois le montant qu'il avait vaguement suggéré concernant la dette de sa mère. En creusant plus profondément dans les fils de discussion plus anciens, j'ai trouvé les documents d'origine. Laurence n'était pas du tout sur le prêt. Vincent avait contracté un refinancement avec retrait de liquidité à un taux d'intérêt usuraire, hypothéquant son appartement jusqu'à la garde. De plus, des alertes bancaires dans sa boîte de réception montraient les décaissements. L'argent n'était pas allé à un concessionnaire automobile. Il était parti en virement massif vers des sites de paris sportifs offshore douteux et des comptes de bookmakers locaux. Exactement les dettes dont Thibault m'avait prévenu. En faisant défiler les emails, je ne me sentais même pas choquée. Ma capacité d'étonnement avait été grillée il y a des semaines. À la place, j'ai ressenti la validation amère et dégrisante d'un auditeur qui confirme enfin que le PDG détournait les fonds de pension. La belle façade s'était complètement effondrée sous le poids des mathématiques. Je me suis dit, si c'était un dossier de prêt posé sur mon bureau à la banque, je le tamponnerais d'un seul mot à l'encre rouge géante. Refusé. Maintenant, je devais juste livrer ce tampon à un être humain vivant que j'avais autrefois aimé. La veille du jour où nous devions assister à un grand repas dominical en famille chez Laurence en banlieue, un dîner destiné à finaliser la logistique du dîner de répétition, je me suis réveillée avec une clarté étrange et cristalline. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel j'entre le matin d'une audience d'évaluation commerciale contestée de plusieurs millions d'euros. Les mathématiques sont faites. Les comparables sont blindés. Tout ce qui reste, c'est l'exécution. J'ai planifié la confrontation à venir avec une précision chirurgicale. Il n'y aurait pas de cris, pas de larmes, pas de jet de vin dramatique. Je présenterai la dissolution de cette relation exactement comme un rapport d'évaluation, chronologique, objectif, basé sur les faits, et indéniable. Laisser les documents crier est toujours infiniment plus dévastateur que de hausser la voix. Cet après-midi-là, j'ai méticuleusement organisé mes preuves dans des pochettes en plastique transparente à l'intérieur de mon portfolio en cuir de travail. Pièce A, l'extrait de la publicité foncière montrant l'hypothèque d'Apex. Pièce B, la mise en demeure avant saisie immobilière envoyée par la poste. Pièce C, les impressions de sa correspondance Gmail avec le prêteur montrant la véritable dette à 6 chiffres et les virements au bookmaker. Pièce D, le projet de contrat de mariage non signé. N fermant le portfolio. Une sombre ironie m'a envahi. Pour la première fois de ma vie, je déployais mon arsenal professionnel. Non pas pour protéger le capital d'une banque, mais pour sauver ma propre vie. Cela ne m'effrayait pas. Cela me donnait de la force. C'était mon arène. Vincent. Complètement inconscient du matériel radioactif posé sur mes genoux sur le siège passager. Était d'une humeur phénoménale pendant le trajet en voiture vers la banlieue parisienne. Il mettait la musique à fond, plaisantait, et parlait de notre lune de miel aux Maldives, agissant comme si la tension glaciale de la semaine écoulée n'avait jamais existé. Sa gaieté délirante était la chose la plus difficile à avaler. J'étais assise à côté d'un homme qui s'était soit complètement convaincu que ses mensonges tiendraient la route, soit qui mentait depuis si longtemps que son cerveau fonctionnait simplement sur pilote automatique. Cela n'a fait que cimenter ma détermination. La maison de banlieue de Laurence grouillait de parents, et sentait bon le bœuf bourguignon. Était présent Laurence, sa jeune sœur, la tante de Vincent, et son mari, une voisine curieuse qui était pratiquement considérée comme de la famille, ainsi que le cousin de Vincent et sa femme. C'était le public parfait. Une petite foule unie mais conséquente de témoins.
garantissant que la vérité ne pourrait pas être glissée sous le tapis, ni manipulée par du Teams gaslighting, ni mise sur le compte d'un malentendu. J'ai attendu le dessert. La table a atteint cette accalmie confortable d'après-repas, où tout le monde est détendu. Sirotant son café et prêtant attention, je me suis raclé la gorge et j'ai parlé d'une voix claire et portante. Puisque nous avons le cœur de la famille réuni ici aujourd'hui, je pense que c'est le moment parfait pour discuter d'un problème logistique critique concernant les futures conditions de logement de Vincent et moi. Il vaut mieux gérer cela de manière transparente maintenant plutôt que d'attendre que cela explose plus tard. La posture de Vincent s'est instantanément raidie, sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Il m'a lancé un regard de pure terreur, puis ses yeux ont dardé vers sa mère. Dans cet échange d'une fraction de seconde, j'ai vu le SOS silencieux et désespéré d'un homme-enfant, suppliant sa maman de nettoyer son désordre. Mais je ne leur ai pas laissé une microseconde pour détourner le récit. Parlant avec la cadence stable et autoritaire que j'utilise dans les salles de conférence, j'ai rappelé à la table la proposition que Vincent avait faite des semaines auparavant, que nous vivions dans mon appartement, que nous louions son appartement, et que nous utilisions l'argent pour rembourser le lourd prêt automobile de Laurence. Entendant sa propre fausse histoire larmoyante, utilisée comme une arme devant sa sœur et son neveu, Laurence a essayé d'interrompre, déployant sa voix tremblante emblématique. « Oh, Solène, chérie, les temps sont tellement durs. Les jeunes ne comprennent pas. » Laurence, je l'ai coupé gentiment, mais avec une autorité absolument incassable. S'il vous plaît, permettez-moi de terminer. Tout le monde aura la parole à la seconde où j'aurai fini. La mise en place de la limite psychologique a fonctionné à la perfection. Un silence lourd et retentissant est tombé sur la salle à manger. Tout le monde à la table a intuitivement réalisé que quelque chose de catastrophique était en train de se produire, et la gravité même de mon ton les a obligés à regarder la catastrophe se dérouler. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon portfolio en cuir, j'ai sorti la pièce A, l'extrait cadastral de la propriété, et je l'ai glissé au centre de la table à manger. Juste à côté de la saucière, « C'est document », ai-je déclaré calmement. « Est un registre public ». Il montre une hypothèque massive placée sur l'appartement de Vincent des années avant que lui et moi ne nous rencontrions. Par conséquent, le récit selon lequel cette crise financière est liée à un récent prêt automobile pour Laurence est fondamentalement faux. Avant que quiconque n'ait pu expirer, j'ai claqué la pièce C sur la table. Les emails imprimés. Tsati. Ai-je continué? Ma voix ne trahissant aucune émotion. Et la correspondance entre Vincent et son prêteur usuraire. Apex Crédit. Elle détaille un solde à 6 chiffres. J'ai lu le montant exact en euros à haute voix, en articulant chaque syllabe pour que personne ne puisse prétendre avoir mal entendu. Des centaines de milliers d'euros. Et ces captures d'écran des registres de comptes jointes montrent que les fonds retirés de l'appartement n'ont pas été utilisés pour des urgences familiales, mais virés directement sur des comptes de paris sportifs offshore et à des bookmakers locaux. Le cousin de Vincent, qui regardait la scène comme s'il regardait un documentaire sur des crimes réels, a brisé le silence. Il s'est tourné vers Vincent. L'air dégoûté. « Mec, c'est vrai ce truc ?» Vincent, pâle comme un fantôme et transpirant, a balbutié une salade de mots pathétiques sur des instruments financiers complexes, des problèmes de liquidité temporaire et des affaires de famille. Mais sa voix tremblait si violemment que même la voisine curieuse a échangé un regard profondément perturbé avec son mari. Le jury avait rendu son verdict, capitalisant sur le choc. Je me suis tournée directement vers Vincent, et j'ai livré ma plaidoirie finale. J'aurais soulevé des montagnes pour t'aider à régler ça. Ai-je dit, regardant droit dans ses yeux paniqués, si tu étais simplement venu me voir comme un homme, si tu m'avais dit la vérité et exposé la réalité de ton addiction. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as essayé de détourner secrètement mes biens immobiliers et ma sécurité financière pour te renflouer auprès d'usuriers, en utilisant ta mère comme bouclier humain pour me manipuler émotionnellement. Maintenant que les mathématiques sont sur la table, je ne prends aucune décision hâtive aujourd'hui.
Mais j'en ai officiellement terminé de participer à des conversations basées sur la fraude. Laurence a perdu la tête. Elle a bondi de sa chaise et a déclenché un torrent de cris hystériques. Elle m'a accusé de les humilier, de laver leur linge sale devant des invités, et a affirmé qu'une fiancée correcte et aimante aurait géré cela en privé. Et non en mettant en place un tribunal. Soudain, sa jeune sœur, la tante de Vincent, a frappé du poing sur la table. « Laurence, arrête ça », a-t-elle lâché. « Si tu avais eu le courage de vraiment t'occuper de son problème de jeu, il y a des années, au lieu de le renflouer secrètement et de mentir au reste d'entre nous, cette pauvre fille n'aurait pas à tenir un tribunal pour se protéger. Le fait que sa propre sœur prenne publiquement mon parti a entièrement validé ma stratégie. La vérité présentée sous la lumière crue d'une foule est infiniment plus difficile à nier que la vérité chuchotée à huis clos. Voyant que même sa propre tante était dégoûtée, Vincent a recouru à son option nucléaire. Au lieu de s'excuser, il a bombé le torse et est passé à l'offensive. « Tu sais quoi ?» a-t-il ricané, pointant un doigt tremblant vers moi. « Si tu as si peu de respect pour ma famille pour monter ce coup psychotique, peu. Être que nous ne devrions pas nous précipiter dans un mariage. Peu. Être que je dois réévaluer si je veux même épouser quelqu'un d'aussi froid. » Il a jeté ça là, s'attendant totalement à ce que je m'effondre. Il pensait que la menace d'un mariage annulé, l'embarras social de devoir rendre les cadeaux, me terrifierait jusqu'à la soumission. Il pensait que ma peur d'être une femme célibataire de plus de 30 ans était plus grande que ma peur de la ruine financière. Il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Ma peur d'être seule était microscopique, comparée à ma peur de me réveiller mariée à un menteur qui devait de l'argent à des briseurs de rotules. « Je suis tout à fait d'accord. » ai-je répondu, ma voix aussi stable que la pierre. « Tu devrais absolument réévaluer la situation. Et nous pourrons discuter de l'avenir de notre relation en privé. Mais seulement après que tu auras fourni une comptabilité vérifiée et auditée par un expert comptable de chaque centime d'euro que tu dois. Jusque-là, il n'y a plus rien à dire. » Laurence a commencé à sangloter dans sa serviette, gémissant que sa réputation dans le quartier était ruinée et que les commérages dureraient des années. Mais sous ses larmes, je n'ai pas entendu une once de regret pour ce qu'ils ont essayé de me faire. Je n'ai entendu que la terreur d'une femme réalisant que sa campagne de relations publiques longue de plusieurs décennies, consistant à être la parfaite famille de banlieue, venait d'être anéantie depuis l'orbite, en les regardant de l'autre côté de la table, le voile complètement levé. Je les ai vus pour exactement ce qu'ils étaient. Des parasites qui avaient passé des années à décharger les conséquences de leurs actes sur quiconque étaient assez naïfs ou assez aimants pour emporter le poids. Le cousin de Vincent a suggéré maladroitement que tout le monde se calme et se réunisse un autre jour. Je me suis levée calmement. J'ai rassemblé mes documents. Je les ai glissés de nouveau dans leur pochette en plastique et j'ai fermé mon portfolio. Il n'y a rien à repousser. Ai-je dit ? Toutes les données pertinentes ont été soumises. Les prochaines étapes dépendent entièrement de la capacité de Vincent à dire la vérité. Je n'ai pas attendu que Vincent me raccompagne. J'ai appelé un Uber. J'ai franchi la porte d'entrée et je l'ai laissé assis dans les décombres de ses propres mensonges. En rentrant seul en ville sur la banquette arrière, mon portfolio posé sur mes genoux. Je savais que le point culminant de cette histoire restait à venir, parce que la variable la plus sombre et la plus dangereuse que le recouvreur de l'ombre, Sylvain, m'avait signalé était toujours là. Et je savais que pour me couper véritablement de ce rayon d'explosion, j'allais devoir franchir une ultime étape irréversible. L'élément déclencheur est arrivé exactement 3 jours plus tard. Je venais d'entrer dans mon appartement après le travail, portant toujours mon trench coat et enlevant mes talons quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro local inconnu. Supposant que c'était un courtier ou un client, j'ai répondu professionnellement. Au lieu d'un agent immobilier enjoué, j'ai été accueilli par une voix masculine sèche, rauque, excessivement polie. Il s'est présenté comme un spécialiste de la résolution de comptes pour les partenaires d'Apex Crédit. Contournant les amabilités standards des centres d'appel, il a immédiatement visé la jugulaire. « Solène, nous sommes conscients que vous êtes la partenaire domestique de l'emprunteur et que vous êtes censée être légalement mariée dans quelques mois.
Il serait hautement bénéfique pour votre propre tranquillité d'esprit future de l'encourager à liquider son solde. Les retards prolongés dans notre processus de recouvrement ont tendance à compliquer la vie et la carrière de toutes les personnes du foyer immédiat de l'emprunteur. C'était une menace parfaitement conçue, légalement ambiguë, enveloppée dans un jargon d'entreprise, mais la menace sous-jacente était parfaitement claire. Je n'ai pas ressenti une goutte de panique. Au lieu de cela, mon cerveau est instantanément passé en sur-régime absolu. Je n'ai pas hésité une fraction de seconde. Écoutez-moi très attentivement. Ai-je répondu? Ma voix aussi froide que de l'azote liquide. Je ne suis signataire d'aucun document de prêt. Je n'ai aucune responsabilité pour ces dettes. Si vous ou votre organisation tentez de me contacter à nouveau, je vous ferai poursuivre en vertu du Code de la consommation pour harcèlement téléphonique illégal d'un tiers, et je remettrai le fichier audio de cette conversation exacte au procureur de la République, avant qu'il ne puisse répondre. J'ai raccroché. J'avais appuyé sur enregistrer sur mon Apple Watch à la seconde où la conversation avait tourné au bizarre, debout dans ma cuisine, mon téléphone encore chaud dans ma main. J'ai connu un moment de profonde clarté chirurgicale. Le voyage de mon premier vague soupçon, jusqu'à ce moment précis de recevoir une menace digne de la mafia, n'avait pris que quelques mois. Mais chaque jour où j'avais retardé d'agir selon mon instinct m'avait coûté un morceau de ma santé mentale. J'ai fait un vœu à cet instant précis. Je ne retarderai plus jamais rien. Le coût d'agir trop lentement est toujours, inévitablement, plus élevé que le coût d'agir trop rapidement. Je n'ai pas perdu de temps à pleurer. J'ai attrapé mes clés. J'ai appelé le commissariat de police de Paris le plus proche de mon bureau et j'ai demandé à parler à un inspecteur que j'avais rencontré 1 an plus tôt lors d'une affaire de fraude immobilière, sans lien avec ceci. J'ai expliqué l'appel. Il m'a dit de descendre immédiatement pour déposer une plainte officielle pour harcèlement et consigner la menace, ce qui m'isolerait légalement des agents de recouvrement. 1 heure plus tard, j'étais assise dans un commissariat stérile. Exposant méthodiquement la chronologie à un agent d'accueil, je leur ai donné les dossiers Apex, les emails, l'enregistrement de l'appel téléphonique. En regardant l'officier taper le rapport, j'ai ressenti une sensation rare et valorisante. Le sentiment d'une femme reprenant le contrôle absolu et inflexible de sa propre histoire, une sortante du commissariat. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai pris un taxi directement vers le Triangle d'Or, jusqu'à la boutique de mariage haut de gamme où Vincent et moi étions programmés pour mon essayage final de robe. Il était naturellement en retard, m'ayant envoyé un SMS avec une excuse quelconque sur les embouteillages. Je me suis assise dans le fauteuil en velours du hall d'accueil pour attendre. Quand il a finalement franchi les portes vitrées, l'air agité et affichant un sourire forcé, je n'ai pas perdu de temps en préambule. Je me suis levée et j'ai dit haut et fort. Le mariage n'est pas reporté. Ni une pause. Annulé. J'ai reçu un appel de tes agents de recouvrement il y a 1 heure menaçant ma sécurité. Ai-je dit, regardant dans ses yeux horrifiés. Je sors juste du commissariat de police. J'ai terminé. Je ne passerai pas un seul jour de ma vie attaché à un homme dont les mensonges m'obligent à déposer des plaintes à la police. Vincent a pris la couleur de la cendre humide. Il avait l'air de pouvoir s'évanouir sur le sol en marbre. Bébé. Attends. S'il te plaît. J'ai parlé à un avocat. Je suis en train de réparer ça. Nous étions d'accord pour travailler là, dessus. Donne-moi juste un peu plus de temps. Ton temps est écoulé. Ai-je dit? Ton temps a expiré à la seconde où un usurier a menacé mon avenir. La directrice de la boutique, entendant l'agitation, s'est dépêchée de s'approcher. L'air inquiète. Je me suis tournée vers elle. Ma voix parfaitement stable. Je dois officiellement annuler ma commande et lever la réservation. Le mariage est annulé. La brutalité pure de ma gestion logistique devant une inconnue a finalement percé les illusions de Vincent. Il a réalisé que ce n'était pas une dispute, c'était une exécution. J'ai regardé ma main gauche. J'ai fait glisser la bague de fiançailles sur mesure de mon doigt. Je ne la lui ai pas jetée au visage. Je n'ai pas fait de discours dramatique. Je l'ai simplement pressée fermement dans sa paume. Répare ta vie, Vincent. Ai-je dit doucement. Mais fais-le avec ton propre argent.
et sans mentir aux personnes qui t'aiment, je me suis retournée. J'ai franchi les portes vitrées et je suis montée dans le Uber que j'avais commandé pendant qu'il me suppliait. L'interaction entière a duré exactement 11 minutes. 20 minutes plus tard, pendant le trajet de retour, mon téléphone a explosé. Des appels de Vincent, des appels de Laurence, des SMS s'accumulant à la seconde. Je ne les ai pas lus. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. J'ai sorti mon ordinateur portable. Je me suis connectée à ma banque. Et j'ai initié un blocage total de mon profil de crédit en m'inscrivant au fichier des incidents de remboursement des crédits de la Banque de France. J'ai révoqué toutes les applications à accès partagé et j'ai changé chaque mot de passe de mes comptes financiers. Quand je suis finalement entrée dans mon appartement ce soir-là, j'étais véritablement seule pour la première fois depuis des mois. L'appartement pour lequel j'avais saigné, l'appartement qui était toujours à moi à 100%. Je n'ai pas ressenti de chagrin d'amour. J'ai ressenti le soulagement écrasant, à couper le souffle, d'avoir lâché un poids de 100 kilos que je portais sur mon dos. Je me suis assise sur mon canapé, écoutant le silence de ma propre maison, respirant un air qui m'appartenait entièrement. Avant de me coucher, j'ai vérifié mes messages une dernière fois. Laurence avait envoyé un SMS au vitriol. La mère paniquée avait disparu. À sa place se trouvait du pur venin. Elle m'accusait de détruire la vie de son fils à la veille de son mariage, affirmant que les femmes décentes n'abandonnent pas leurs fiancés dans des salons d'essayage devant des inconnus. J'ai tapé une seule réponse. Les mères décentes n'essaient pas d'utiliser les biens immobiliers durement gagnés par une autre femme pour renflouer secrètement les dettes de jeu de leur fils. Ne me contactez plus jamais. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Vincent. Le pont-levis était levé. Le lendemain matin, j'ai plongé la tête la première dans mon travail. Fais-je midi. J'ai reçu un appel de Thibaut. Il n'appelait pas pour défendre son pote. Il appelait pour s'excuser. Il a admis que la dette était bien pire que ce qu'il avait initialement laissé entendre à la brasserie, et que les bookmakers illégaux faisaient monter la pression sur Vincent. Thibaut a avoué que le désespoir soudain de Vincent de m'épouser et de fusionner nos actifs était largement motivé par sa conviction qu'avoir une femme riche sur le papier lui donnerait un moyen de pression sur les usuriers. J'ai remercié Thibaut pour son honnêteté. J'ai raccroché. Et j'ai senti la dernière trace persistante de culpabilité s'évaporer. Laurence a tenté un dernier coup désespéré. Elle s'est présentée à l'improviste dans mon immeuble quelques jours plus tard, se glissant derrière le gardien. Quand j'ai ouvert ma porte, elle avait l'air en lambeaux, terrifiée et petite. Elle a fondu en larmes, avouant qu'elle se portait garante des prêts de Vincent depuis sa 2e année d'université. Terrifiée par les commérages du quartier, s'il faisait un jour faillite, elle m'a supplié de lui donner des conseils sur ce qu'il fallait faire maintenant que le château de cartes s'effondrait. Je suis restée sur le pas de la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Laurence, ai-je dit doucement, mais fermement. J'ai de la pitié pour vous en tant que mère. Mais je ne prends pas la responsabilité des actes de votre fils, ni de vos décennies d'encouragement à son égard. Engagez un mandataire judiciaire pour un dossier de surendettement. Et pour la première fois de sa vie, laissez-le faire face aux conséquences de ses propres mathématiques. J'ai fermé la porte. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Au cours des semaines suivantes, j'ai géré la sinistre logistique de la déplanification d'un mariage, le traiteur, le fleuriste, le lieu. À ma grande surprise, lorsque j'ai expliqué de manière concise que j'annulais en raison de la découverte d'une grave fraude financière, la plupart des prestataires se sont montrés incroyablement empathiques, me remboursant une grande partie de mes acomptes. Ma propre mère, lorsque je le lui ai dit, n'a offert ni pitié ni larmes. Fidèle aux femmes pragmatiques de notre famille, elle a demandé le déroulement des événements, a hoché la tête avec approbation et a dit « Je suis incroyablement fière de la façon impitoyable dont tu t'es protégée. Mon seul regret est que tu aies perdu 6 mois à essayer de jouer la mariée polie au lieu de faire confiance à ton instinct dès le premier jour. » Gabriel est venu avec une bouteille de Veuve Clicquot, déclarant qu'esquiver une balle financière justifiait une célébration, pas une veillée funèbre. Tu regrettes l'argent et le temps que tu as perdu dans les préparatifs du mariage ? A-t-elle demandé.
en faisant sauter le bouchon. Pas une seconde. Lui ai-je répondu. Si nous n'avions pas planifié ce mariage, la pression ne l'aurait pas forcé à dévoiler son jeu. C'était le prix d'entrée pour découvrir qui il était vraiment, et je m'en sors avec mon appartement. Mes économies et mon respect de moi-même entièrement intacts. Vincent a essayé de me tendre une embuscade devant mon immeuble de bureau 1 mois plus tard. Il se tenait sur le trottoir, tenant un pathétique bouquet de fleurs de supermarché, se lançant dans un discours répété sur la façon dont il allait en cure de désintoxication, comment il avait engagé un conseiller en consolidation de dettes, et comment il voulait juste une seconde chance pour prouver qu'il pouvait être un vrai homme. Je n'ai même pas rompu mon rythme de marche. Ma décision dans la boutique de mariage était définitive. Vincent, aucune réhabilitation financière ne changera le fait que tu as passé 1 an à comploter pour voler mon capital dans mon dos. Je ne reconstruis pas la confiance par pitié. J'ai franchi les portes tambours de ma tour d'entreprise. En jetant un coup d'œil en arrière, je l'ai vu debout sur le trottoir, abaissant lentement les fleurs, comprenant enfin l'absolue permanence de sa perte, grâce aux bouches, oreilles d'amis communs. J'ai entendu l'épilogue de leur drame familial. Poussée par les retombées du dîner du dimanche, la tante de Vincent a forcé une intervention familiale complète. L'ampleur absolue des dettes de jeu de Vincent a été exposée à la famille élargie. Les retombées ont été nucléaires. La majeure partie de la famille a coupé les ponts avec Laurence et Vincent. Le SUV de Laurence a finalement été saisi par le concessionnaire, cimentant son pire cauchemar, devenir le sujet des commérages du quartier. Le cousin de Vincent lui aurait dit en face qu'il était un sociopathe pour avoir essayé d'entraîner une femme innocente dans une dette de la mafia. Pendant ce temps, ma carrière a explosé, débarrassée du stress écrasant et invisible d'enquêter sur mon propre partenaire. J'ai versé ma concentration laser dans mon travail. J'ai évalué avec succès un développement de luxe à logements multiples massifs qui m'a valu les félicitations du vice-président de la gestion des risques de la banque. La victoire m'a semblé incroyablement creuse comparée à la satisfaction calme et profonde d'être assise dans mon propre salon. Sachant qu'il m'appartenait exclusivement, cela fait 1 an depuis cette nuit fatidique avec le Cabernet. Récemment, en emballant mon bureau à domicile pour redécorer la pièce, j'ai trouvé le projet de contrat de mariage non signé au fond d'un tiroir. J'ai fixé le jargon juridique dense, même s'il n'a jamais été signé. Le fait de le rédiger, de consulter les avocats et de tracer une ligne dans le sable était l'armure dont j'avais besoin pour survivre. Si quelqu'un me demandait quelle est la morale de cette histoire, je ne dirais pas qu'il s'agit d'apprendre à repérer les signaux d'alarme sur un relevé bancaire. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus difficile. Il s'agit du droit absolu d'une femme de tirer le frein d'urgence à la seconde exacte où elle réalise que le train se dirige vers une falaise. Indépendamment du montant d'argent qui a été dépensé pour les billets, du nombre d'invités assis dans le wagon-restaurant, ou de l'embarras du contrôleur. L'embarras des autres ne devrait jamais l'emporter sur votre propre survie. Il y a quelques semaines, j'évaluais une première maison pour un jeune couple, récemment fiancé. Alors que je rangeais mon télémètre laser, je regardais la fille s'apprêtant joyeusement à signer une pile de documents hypothécaires complexes, sans même les lire. Riant alors que son fiancé disait « Ne t'inquiète pas, bébé, j'ai vérifié toutes les mathématiques, je n'ai pas pu m'en empêcher. » Je me suis arrêtée à la porte. Je me suis tournée vers elle. Et je lui ai donné un conseil qui n'avait rien à voir avec l'immobilier. Avant de signer un prêt immobilier sur 30 ans ou une licence de mariage, posez-vous une question. Êtes-vous absolument sûr d'avoir vu toute la paperasse, tous les chiffres et toute la vérité? Si vous ressentez ne serait-ce que l'ombre d'un doute, possess le stylo. Et s'il se fâche contre vous parce que vous demandez à voir les comptes, cette réaction vous en dira plus long que les chiffres ne le feront jamais. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti une paix profonde. Intense. Les cicatrices de l'année passée avaient complètement guéri. Se transformant d'une blessure en armure, j'avais annulé un mariage que j'avais passé 9 mois à planifier en très exactement 11 minutes. Et ce fut la meilleure décision, et la plus profitable, que je prendrai jamais.